Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. C'est incontestablement le sujet phare de chaque début d'année. Loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale, évidemment, chaque fois apporte leur lot de nouveautés et 2019 n'échappe pas à cette règle. Dans un contexte économique complexe, il est indispensable de prendre le temps de bien comprendre les évolutions, d'analyser et de décrypter les principales mesures qui vont impacter notre secteur d'activité. Pour cela, l'Info en Plus reçoit aujourd'hui Pascal Lavielle. Pascal Lavielle est bien connu de nos partenaires courtiers et conseillers en gestion de patrimoine. Il est le responsable du service ingénierie patrimoniale, mais aussi du support juridique et fiscal de BNP Paribas Cardif. Bonjour Pascal et merci de nous aider à y voir plus clair sur ces nouvelles mesures fiscales. Bonjour. Alors Pascal, je le disais en introduction, je n'ai pas évoqué la loi de finances rectificative. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas cette année ? Traditionnellement, en fin d'année, il y a l'adoption des lois budgétaires. Les lois budgétaires, c'est la loi de finances rectificative et la loi de financement de la sécurité sociale. Cette année, une spécificité, on n'aura pas de loi de finances rectificative. En revanche, une loi de finances ainsi qu'une loi de financement de la sécurité sociale. Et en plus, une loi MUES, la loi sur les mesures d'urgence économique et sociale, qui est venue impacter la loi de financement de la sécurité sociale. Donc ce sont les mesures qui intéressent notre activité dont je vais vous parler aujourd'hui. De cette loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale ainsi que la loi MUES, deux thématiques importantes ressortent. C'est l'une qui est relative à l'abus de droit et l'autre sur les prélèvements sociaux. Ce sont les deux thématiques qui sortent un petit peu de l'ensemble de ces mesures, de ces lois. Pascal Lavielle, nous allons commencer par le premier gros sujet, la loi de finances. La loi de finances comporte un certain nombre de mesures. La loi de finances cette année n'a pas vraiment de mesures majeures, si ce n'est une qui tourne autour de l'abus de droit. C'est surtout un ensemble de mesures qui sont contenues dans cette loi. Donc on peut relever des mesures autour de la fiscalité des valeurs mobilières. Il y a tout d'abord, au regard du report d'imposition, l'article 150 obter qui est impacté. Dans le cadre de l'article 150 obter, lorsque vous apportez des titres à une société, et si vous cédez rapidement ces titres, vous avez une imposition de la plus-value. Donc quand vous apportez des titres à une société, si la société les cède dans les 3 ans, elle doit réinvestir une partie du prix de cession dans les 2 ans. Donc cette loi de finances a modifié cet article sur 2 points. Le premier point, c'est qu'elle a élargi les titres qui sont éligibles au réinvestissement dans une activité économique. Donc, dans le cadre du report d'imposition, quand vous apportez des titres et que vous cédez ces titres, vous devrez réinvestir dans les 2 ans une partie du prix dans des titres qui sont maintenant en outre des FCPR ou des FCPI. Donc, il y a élargissement de la gamme du réinvestissement économique possible. D'autre part, il y a également une augmentation du pourcentage du réinvestissement du prix de cession. Préalablement, on devait réinvestir 50% du prix de cession. Maintenant, ce sera 60% du prix de cession. Cette fiscalité, par contre, des valeurs mobilières, quel impact a-t-elle également sur le PEA, plan d'épargne en action ? Le PEA est également modifié par la loi de finances. La modification qui est intervenue dans le cadre de la loi de finances, c'est pour l'harmoniser avec la flat tax qui avait été précédemment adoptée. Donc le PEA, vous savez qu'il est exonéré au-delà de 5 ans, mais avant 5 ans, antérieurement, on avait 2 taux. On avait avant 2 ans un taux de 22,5% et entre 2 et 5 ans, un taux de 19%. Ceci est modifié maintenant, entre 2 et 5 ans, vous aurez un seul taux, qui est le taux de la flat tax, c'est le 12,8%, avec également une possibilité d'opter pour le barème de l'impôt sur le revenu. Donc la loi de finances, maintenant, avant 5 ans, a créé une seule imposition, 12,8%, ou la possibilité d'opter pour le barème de l'impôt sur le revenu. Ça, c'est la modification qui est intervenue dans le cadre de la loi de finances. On peut s'intéresser aussi à des modifications qui vont venir et qui sont contenues dans le cadre du projet de loi Pacte qui est actuellement en examen devant le Sénat. Donc, dans le cadre du projet de loi Pacte, il est prévu également une modification du PEA. Le PEA, précédemment, était clôturé s'il y avait un rachat avant 8 ans. Maintenant, il sera clôturé que s'il y a un rachat avant 5 ans. Et entre 5 et 8 ans, il n'y aura donc pas clôture, mais vous ne pourrez pas faire de nouveaux versements. En revanche, au-delà de 8 ans, vous pourrez faire de nouveaux versements, même s'il y a eu un rachat. Par ailleurs, d'autres dispositions au regard du plafond. Les plafonds sont modifiés.
Le PEA classique a toujours son taux de 150 000 euros comme plafond. Le PEA PME ETI était plafonné à 75 000 euros. Il sera maintenant plafonné à 225 000 euros. Mais le total du PEA classique et du PEA PME ETI ne peut pas dépasser les 225 000 euros. Il y a également dans ce projet de loi Pacte la création d'un nouveau PEA, ce qu'on appelle un PEA jeune, pour les jeunes entre 18 et 25 ans qui appartiennent au foyer fiscal de leurs parents. Donc pour les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, ils pourront ouvrir un PEA jeune qui sera, lui, plafonné à 25 000 euros, mais qui aura également un autre plafond au sein du foyer fiscal. Il ne pourra pas dépasser le montant du plafond du PEA classique du foyer. Je vous rappelle, ce montant est de 150 000 euros. Donc pour un foyer, monsieur et madame, ça fait 300 000 euros. Donc le PEA jeune, il a un plafond de 25 000 euros, mais le foyer ne pourra pas dépasser les 300 000 euros de plafond. Voilà les modifications qui sont contenues dans le projet de loi Pacte et qui viendront donc compléter la modification qui a, elle, été adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2019. On reste dans l'univers de la fiscalité. On parle aussi d'une taxe sur les conventions d'assurance décès emprunteurs. Là, c'est un sujet important parce que c'est un sujet nouveau. C'est un sujet nouveau pour nous, la taxe sur les conventions d'assurance. Vous savez qu'on est assujetti, nous, à la taxe sur les conventions d'assurance. C'est une taxe pour laquelle on est assujetti depuis 1944. C'est une vieille taxe. En 89, on avait eu exonération pour tout ce qui était contrat d'assurance vie ou décès. Donc, on avait eu une exonération pour les garanties d'essai des contrats emprunteurs. Et la loi de finances a maintenant demandé à ce qu'il n'y ait plus d'exonération pour les contrats d'assurance décès souscrits en garantie d'un prêt, donc ce qu'on appelle les contrats ADE. Donc, il n'y aura plus d'exonération maintenant pour ces garanties d'essai des contrats emprunteurs. Ils seront donc assujettis à une taxe sur les conventions au taux de droit commun, qui est le taux de 9%. L'entrée en vigueur est importante, c'est pour tous les contrats qui sont souscrits à compter du 1er janvier 2019. Donc si vous avez un nouveau prêt, forcément le contrat sera souscrit à compter du 1er janvier 2019. En revanche, si vous avez un prêt antérieur à 2019 et si vous renégociez ce prêt et que cela entraîne une résiliation du contrat d'assurance décès, de la garantie décès qui est en garantie de cet emprunt, il y aura de ce fait une souscription d'un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2019, donc assujettissement à la taxe de 9%, parce que suite à cette renégociation, vous aurez souscrit un nouveau prêt. Donc ça, c'est quand même très important et c'est un point qu'il faut marquer, souligner, parce que des renégociations justement d'assurance emprunteur, il y en a eu beaucoup. C'est une modification qui intervient sur nos contrats d'assurance décès et qui les assujettit à cette taxe de 9% à compter du 1er janvier 2019. Donc, dans le cadre des renégociations de prêts, si cela génère la souscription d'un nouveau contrat d'assurance décès à compter du 1er janvier 2019, il y aura assujettissement à la taxe sur les conventions d'assurance. Selon le rapport de l'Assemblée nationale, il convient de relever qu'ils ont parlé de modification ou substitution de contrats d'assurance décès. Donc on peut s'interroger si il y avait une modification substantielle du contrat d'assurance décès dans le cadre d'une renégociation, tel un changement tarifaire. Est-ce que cela n'entraînerait pas l'assujettissement à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 9%? Autre thème important de cette loi de finances 2019, Pascal Lavielle, ça concerne l'abus de droit. Et dans l'abus de droit, il y a plusieurs modifications de la procédure. Lesquelles? L'abus de droit est une thématique importante qui se trouve dans le cadre de la loi de finances pour 2019. Je vous rappelle que l'abus de droit, il est prévu par un article du livre de procédure fiscale. C'est l'article L64 du livre des procédures fiscales qui prévoit deux types d'abus de droit. L'abus de droit pour simulation, s'il y a un acte fictif, et un abus de droit pour fraude à la loi. Vous utilisez une décision en texte contrairement à l'intention du législateur. On appelle ça l'abus de droit pour fraude à la loi. Cet abus de droit pour fraude à la loi n'était sanctionné que dans la mesure où le but était exclusivement fiscal. Il était sanctionné par des sanctions lourdes qui étaient de l'ordre de 80 ou 40%. Donc ça, c'est l'abus de droit pour fraude à la loi pour un motif exclusivement fiscal. Ils ont créé un nouvel abus de droit. Ils parlent donc maintenant
d'un abus de droit à 2 étages dans le cadre de l'abus de droit pour fraude à la loi. Et ils ont créé un nouvel abus de droit qui est pour effectivement toujours l'utilisation d'un texte ou une décision contrairement à l'esprit du législateur, mais non pas dans un motif exclusivement fiscal, mais dans un motif principalement fiscal. Le mot principalement n'est pas défini, donc cela pose un sujet au niveau de comment sera considéré ce mot principalement fiscal et peut laisser une part d'interprétation aux juridictions. Donc si on utilise une décision ou un texte dans un motif principalement fiscal, vous aurez également possibilité de la part de l'administration fiscale d'une recherche de responsabilité sur la base de l'abus de droit. Ils appellent ça le mini-abus de droit, donc c'est ce nouvel abus de droit, qui n'est pas sanctionné par les sanctions de l'abus de droit pour motif exclusivement fiscal, donc il n'est pas sanctionné en lui-même par le taux de 80 ou de 40%, mais il est sanctionné par les sanctions de droit commun. Quelle est la modification de la procédure dans cette loi de finances ? Pour rappel, dans le cadre de l'abus de droit, de la procédure d'abus de droit, si jamais préalablement il y avait eu de la part du contribuable un rescrit, l'administration ne pourra pas engager un abus de droit. En revanche, s'il n'y a pas eu de rescrit et que l'administration engage la procédure d'abus de droit, on a le bénéfice d'un recours à un comité d'abus de droit. Ce comité d'abus de droit qui existe dans le cadre de l'abus de droit qui est sanctionné pour un motif exclusivement fiscal existera également pour ce qu'on appelle le mini-abus de droit, qui est celui des sanctions de droit commun, qui est le nouveau abus de droit que la loi de finances a créé pour un motif principalement fiscal. Donc on aura également recours au comité d'abus de droit dans ce cas-là. La procédure relative au comité d'abus de droit est assouplie parce que précédemment, lorsque le contribuable saisissait le comité d'abus de droit, ou l'administration saisissait le comité d'abus de droit, et que le comité d'abus de droit donnait un avis négatif, considérait qu'il y a abus de droit, dans ce cas-là, ça inversait la charge de la preuve et c'était au contribuable de prouver qu'il n'y avait pas abus de droit. Maintenant, quel que soit l'avis du comité d'abus de droit, la charge de la preuve appartiendra toujours à l'administration fiscale. Toujours dans cette modification de la procédure, Pascal Lavielle, un sujet aussi intéressant et important, ça concerne les personnes morales à l'IS. Il y a également pour les personnes morales à l'IS la création d'un abus de droit, mais qui lui est relatif uniquement à l'impôt sur les sociétés. Contrairement à l'autre abus de droit qui concerne tous les impôts, celui-ci ne concerne que l'impôt sur les sociétés. Il est codifié à un article 205A du CGI. Donc cet abus de droit contre les personnes morales à l'IS pourra être invoqué s'il y a un motif principalement fiscal ou si l'un des objectifs est principalement fiscal. Donc le champ de recours est plus large. En revanche, si cet acte est motivé par des raisons commerciales valables, l'administration fiscale ne pourra pas invoquer cet abus de droit. Un des sujets que nous allons également aborder aujourd'hui dans cette loi de finances 2019, Pascal Lavielle, il s'agit des sanctions contre les intermédiaires. Les sanctions contre les intermédiaires ne figurent pas dans le cadre de la loi de finances pour 2019. Ils sont dans le cadre de la loi pour la fraude fiscale. On peut relever qu'une nouvelle mesure a été instituée, qui est une mesure contre la complicité administrative. Il existait une mesure contre la complicité pour fraude fiscale au niveau pénal. Il y a maintenant la création d'une complicité sur le plan administratif. Donc pour les intermédiaires qui interviendraient en tant que complices pour l'accomplissement d'un abus de droit, il pourrait y avoir une sanction, s'il est prouvé que l'intermédiaire a agi intentionnellement, une sanction qui est de l'ordre de 50% des revenus retirés avec un minimum de 10 000 euros. L'exit tax, on en parle beaucoup, on en a parlé beaucoup. Il y a également une nouveauté concernant l'exit tax, Pascal Lavielle. Oui, au niveau de l'exit tax, on peut le relier un petit peu à l'abus de droit, parce que l'exit tax est très limité avec la loi des finances. Il a été amoindri de façon importante pour devenir presque une sanction contre une délocalisation abusive, l'utilisation abusive de cette délocalisation pour purger des plus-values. Donc le dégrèvement au niveau de l'exit tax qui avait lieu au bout de 15 ans quand on s'était délocalisé, maintenant aura lieu au bout de 2 ans si le montant est inférieur à 2,57 millions d'euros
et au bout de 5 ans, si le montant est supérieur à 2,57 millions d'euros. L'exit tax concerne les personnes qui se déplacent à l'étranger et dans la mesure où ils ont des valeurs mobilières qui représentent plus de 50% des bénéfices d'une société ou si la valeur globale représente plus de 800 000 euros. Dans ce cas-là, il y avait la procédure d'exit tax qui existe toujours, mais qui est modifiée. Lorsqu'on se délocalise, cela entraîne la taxation de la plus-value latente. Mais une taxation qui n'a pas lieu réellement, on doit donner un certain nombre de garanties à l'administration. Donc si vous vous délocalisez dans un pays de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, vous êtes en sursis d'imposition. En revanche, lorsque vous délocalisez dans un pays tiers à l'espace économique européen, dans ce cas-là, vous deviez donner des garanties et ainsi que nommer un représentant fiscal. Il y a là aussi un assouplissement parce que lorsque l'on se délocalisera maintenant dans un pays qui est lié avec la France par une convention internationale d'assistance administrative ou d'assistance en recouvrement, dans ce cas-là, vous n'aurez plus besoin de donner de garantie ni de nommer un représentant, vous serez automatiquement en sursis d'imposition. Donc c'est un assouplissement important qui intervient également dans le cadre de l'exit tax. Le troisième assouplissement qui intervient dans le cadre de l'exit tax, c'est au niveau des obligations déclaratives. Dans le cadre des obligations déclaratives, on devait déclarer tous les ans les plus-values latentes qui étaient en sursis d'imposition. À partir de maintenant, on n'aura plus à déclarer tous les ans ces plus-values latentes en sursis d'imposition. Voilà, Pascal Lavielle, nous avons vu beaucoup d'éléments, mais ce ne sont que quelques mesures parmi toutes les mesures qui composent cette loi de finances 2019. Et ce que l'on peut dire, c'est que vous traitez l'ensemble des mesures dans une note spécifique que vous adressez aux partenaires conseillers en gestion de patrimoine de Cardiff. Bien sûr, ce sont quelques mesures de la loi de finances dont on vient de parler, mais la loi de finances comporte beaucoup d'autres mesures qui impactent notre activité. Et donc, vous pouvez retrouver dans le flash que nous réalisons tous les ans sur la loi de finances les autres mesures qui intéressent notre activité, telles par exemple le pacte du trail, les assouplissements qui sont intervenus dans le pacte du trail, que vous pourrez retrouver dans le cadre de ce flash, ou l'option irrévocable à l'IS pour les personnes morales à l'IS style société civile, qui n'est plus irrévocable, que vous pourrez retrouver aussi dans le flash. Donc un certain nombre de mesures que vous aurez dans le flash. Pascal Lavielle, vous qui avez traité des lois de finances depuis de nombreuses années, est-ce que cette loi de finances 2019 est un peu plus complexe que les précédentes ou c'est à peu près pareil ? Cette loi de finances a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de mesures, différentes mesures, un certain nombre de mesures qui intéressent notre activité. Donc pas de réelles mesures majeures, si ce n'est la thématique autour de l'abus de droit, mais plutôt un certain nombre de mesures qui sont à connaître et qui modifient le paysage de la fiscalité patrimoniale. Merci Pascal Lavielle, nous nous retrouverons pour un prochain podcast autour de la loi de financement de la sécurité sociale. Merci. Merci d'avoir écouté l'Info en plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'Info en plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardiff France.